Au moment où le cinéma français s'écroule, faute de spectateurs et incapable de se renouveler, l'objectif de ma contre-histoire du cinéma est de faire redécouvrir chronologiquement l'évolution de notre 7e art, qui a longtemps eu le héros comme figure incontournable, pour voir ce qui a fonctionné, ce qu'on a abandonné, et donc ce qu'on pourrait réinventer. Cet épisode est le résumé de la saison 1, qui va de l'origine du cinéma aux années 60. Le lien vers cette série est dans la description de cette vidéo. Avant la Première Guerre mondiale, les Français qui ont inventé le cinéma sur le plan technique comme artistique dominaient le cinéma dans tous les pays du monde comme Hollywood aujourd'hui. Les Français inventaient les films historiques, les science-fiction, les informations filmées, le porno. Les premiers réalisateurs, scénaristes, les premiers studios, Pathé et Gaumont, ils inventent les monteurs, les machinaux, tout ce qui constitue le mécanisme cinématographique. Hollywood arrive seulement une vingtaine d'années après, profitant de l'immobilisme de 14-18 pour copier l'ensemble des procédés, créer leur propre studio et accaparer l'idée même du cinéma en nous imposant après-guerre leurs propres films, réalisateurs, scénarios, leurs héros, leur vision du monde. C'est dans cette seconde période du cinéma muet, donc de 14-18 à la fin des années 20, quand Hollywood prend le contrôle du marché, que les Français, dans l'énergie du désespoir, inventent le cinéma impressionniste. C'est-à-dire le modèle du cinéma où la caméra est en mouvement. Un film n'est plus figé comme une pièce de théâtre filmée, mais emporté par un flot d'images parfois difficiles à distinguer les unes des autres, mais dont l'ensemble crée un dynamisme, une impression. On se sert de la caméra comme d'un pinceau pour donner du mouvement, pour faire ressentir l'urgence vécue par les personnages, et pas juste voir des acteurs jouer une action. Sous l'impulsion des impressionnistes, le cinéma qui était considéré comme un sous-art devient le 7e art. Abel Gance, Marcel L'Herbier, Jean Epstein s'inscrivent comme les égaux de Picasso, Ravel, Hugo, comme des artistes absolus aux œuvres fascinantes. Mais alors qu'ils ont tout basé sur le mouvement en inventant le cinéma moderne dans les années 20, l'arrivée du parlant oblige à de nouveau filmer en plan fixe, sans mouvement, donc à abandonner l'impressionnisme. Notre cinéma s'écroule et repart en arrière en termes de liberté formelle comme en termes de sujets possibles. Le dernier film récent à avoir rendu hommage à l'âge d'or du cinéma muet français, c'est Hugo Cabret de Martin Scorsese en 2011. Fantaisie sur le Parisien Georges Méliès, devenu le premier grand réalisateur de l'histoire du cinéma. La même année d'ailleurs, en 2011, les Français produisaient aussi un film en hommage au cinéma muet, mais hollywoodien, avec The Artist. Ça en dit long sur notre imaginaire actuel, qui, coupé de ses racines, revisite le passé du point de vue des Américains. À partir des années 30, après le muet, les Français font donc de nouveau un cinéma statique, comme à l'origine du muet, mais basé sur les dialogues. C'est la grande décennie Renoir, Pagnol, Gabin, Fernandel, Arletty, Darieux, Jouvet. Tout est à réinventer pour ces pionniers du parlant. C'est rapidement la période du cinéma très politisé avec le Front populaire, donc du discours social qui s'impose pleinement sur grand écran. À cette même époque, Hollywood fait rêver par un idéal enivrant, loin de l'univers des Français qui dénoncent les injustices. Mais contrairement aux films français de notre époque actuelle, ceux des années 30 habillent leurs sujets sociaux d'une esthétique séductrice. Les personnages ont des caractères en acier, ils incarnent des figures de séduction, des tempéraments ambigus et sont profondément anti-politiquement corrects. Ce cinéma des années 30, le réalisme poétique, disparaît avec la Seconde Guerre mondiale entre 39 et 45. Les Allemands prennent naturellement le contrôle de notre cinéma en imposant aux cinéastes français des règles strictes inspirées du système efficace et rigide des studios hollywoodiens. Comme tourner maximum 2 prises par plan, quand jusqu'ici un réalisateur français comme Abel Gance pouvait recommencer des dizaines de fois la même scène pour constamment réinventer son propre film. Ce qui semble une terrible contrainte et qui foudroie la liberté intuitive des cinéastes poètes français a néanmoins pour effet de professionnaliser notre industrie cinématographique. On passe d'un art imprévisible à une industrie pérenne. Après-guerre, les Français conservent cette approche efficace de film de studio, et le studio Continental Film créé par Goebbels deviendra l'Union Générale Cinématographique, l'UGC. L'après-guerre est évidemment cruelle en règlement de compte, mais aussi extrêmement riche en succès. Malgré les accords commerciaux imposés par les Américains après-guerre qui obligent nos salles à diffuser un quota de films hollywoodiens, nos cinéastes résistent en offrant la grande période du cinéma du roman national pour plus de 15 ans. D'abord, entre 45 et 48, les héros de guerre français triomphent sur grand écran, puis les films tirés du patrimoine littéraire du 19e constituent une source inépuisable de succès jusqu'au début des années 60. C'est l'ère du film de cap et d'épée où Jean Marais apparaît comme un modèle aussi fascinant que le cow-boy ou le gladiateur hollywoodien. Tant que les Français ont des héros, ils dominent leur cinéma. Tout bascule dans les années 60, ce qui est le sujet de la série 2 de cette contre-histoire du cinéma.
Pour en savoir plus, vous pouvez regarder l'intégralité des épisodes de cette saison 1 sur cette chaîne YouTube. Les liens sont en description sous cette vidéo.